À la une, le mouvement pour la citoyenneté africaine qui demande l'exclusion de la Tunisie, de l'Union africaine, de la CAF et de la FIBA. Cette organisation se dit outrée par les propos racistes de Kais Saied, le président tunisien. Touba, les stations Total saccagées, incendiées lors des manifestations qui avaient suivi le meeting interdit de PASTEF ont repris service. Les gérants ont renforcé la sécurité, même chose à la Sonatel. Les maraîchers de la zone des Niayes dans la tourmente, ils ont tenu un sit-in pour dénoncer la baisse des prix aux producteurs qui fait qu'ils vendent à perte. Les maraîchers indexent plutôt la concurrence des produits importés. Ndongo Ndiaye, ancien conseiller du président de la République, candidat à la présidentielle de 2024, déclaration faite ce matin sur l'antenne de la RFM. Il continue, vous allez l'entendre dans ce midi, de s'opposer à un troisième mandat pour Macky Sall. Les actualités internationales, nous serons avec Anna Rocha, le sport Malal Diagne Junior, la presse du jour Mohamed Ali Mouba. Et puis point de vue, en fin de journal, le PDS et la présidentielle de 2024. Quel candidat, quelle attitude dans l'opposition? Débat tout à l'heure donc en fin de journal avec nos deux intervenants. Abdoulaye Diop à la technique de ce journal. Le journaliste Pape Ndiaye d'abord qui est retourné ce matin à la cave du palais de justice de Dakar. Il avait fait l'objet d'un retour de parquet hier. Le chroniqueur judiciaire de Walfadjri a été arrêté vendredi par la sûreté urbaine pour la diffusion de fausses nouvelles et outrages à magistrats. Les insinuations de Agibou Soumaré à propos d'une remise présumée de sommes d'argent à Marine Le Pen, 7 milliards 900 millions de francs CFA, insinuation à travers une lettre adressée au président de la République. Nous en reparlons dans ce midi et c'est parce que le gouvernement menace de porter plainte. Alors la question est de savoir si est-ce qu'une plainte a-t-elle une chance de prospérer. Mohamed Ali Mouba a posé la question à Iba Barry Kamara. Il est enseignant ou il enseigne le droit à l'UQAD. En vérité, de par la formulation même de votre question, mon cher ami, il semble que déjà que la situation semble quasiment actée, parce que vous parlez d'insinuation, alors que pour ma part, je ne crois pas que ça soit le cas. En vérité, c'est un citoyen sénégalais qui peut-être aurait eu certaines informations, au lieu donc d'être affirmatif comme on pouvait l'être, eh bien lui, il veut simplement en savoir plus. Autrement, il n'allait pas poser ce questionnaire-là au président. En réalité, tout ce qu'il fait, c'est il est dans son rôle en tant que leader politique. C'est tout à fait normal lorsqu'une situation lui semble obscure. Au lieu justement de faire dans la spéculation, au moins de s'adresser à qui de droit pour que ce dernier lui apporte les éclairages nécessaires. Et de ce point de vue-là, je ne crois pas que l'on pouvait parler de diffamation ou bien de discrédit. Il n'en est rien de ça. Pour moi, c'est tout à fait normal et il s'est comporté en personne responsable. Maintenant, il s'agit simplement de dire si c'est vrai ou bien ce n'est pas vrai. C'est simplement ça. Justement, la personne politique à la personne de M. Agibou estime devoir avoir des éclairages. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. On est dans un état de droit et ça entre dans le cadre donc des principes de bonne gouvernance. Voilà, c'était donc les précisions de Iba Barry Kamara qui enseigne donc le droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le mouvement pour la citoyenneté africaine se dit outré par les propos racistes du président de la Tunisie, Kais Saied. Cette organisation demande même l'exclusion de la Tunisie de l'Union africaine, mais aussi de la CAF et de la FIBA. Elle appelle également au boycott des produits tunisiens. Le mouvement pour la citoyenneté africaine tenait une conférence de presse tout à l'heure. Son président, Bassiroussi, avec Eladji Ndiogouyen. On ne peut pas continuer aujourd'hui donc à subir, à être persécuté partout à travers le monde. A fortiori, un pays africain, la Tunisie, ça c'est inacceptable. Puis nous avons tenu le point de presse pour faire appel à nos dirigeants, à l'Union africaine, n'est-ce pas, de prendre donc des décisions qui ici, nous faisons appel également aux organisations sportives comme la CAF, comme la FIBA, vraiment d'exclure, n'est-ce pas, la Tunisie dans les compétitions africaines. Mais encore, nous faisons appel donc à toute la communauté noire africaine de boycotter
les produits tunisiens. La Tunisie ne se considère pas comme un pays africain. Donc, il se voit étant un pays dans le panarabisme. Oui, mais s'ils ne se considèrent pas comme des Africains, s'ils chassent les frères africains, donc pourquoi on les laisse? Pourquoi eux-mêmes également continuer à être dans les instances africaines, dans les instances sportives, dans les instances diplomatiques? Pourquoi nous demandons à l'Union africaine d'exclure donc la Tunisie? Nous demandons aux organisations également sportives comme la CAN, comme la CAF, comme la FIBA d'exclure également donc la Tunisie dans les compétitions africaines. C'était donc Bassirou Sy, le président du mouvement pour la citoyenneté africaine. Et sur place là-bas en Tunisie, l'ambassade du Sénégal continue de recenser les candidats volontaires au retour. Le dernier délai est fixé pour demain, mercredi. Une centaine de ressortissants sénégalais sont déjà inscrits. Ils n'attendent que la mise à leur disposition de vol pour rentrer au Bercail, midi 6 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Direction la zone des Niayes où les maraîchers de plusieurs localités ont organisé un sitting. Ils dénoncent les difficultés qu'ils rencontrent dans la commercialisation des produits horticoles. Sur le marché, les prix ont drastiquement baissé. Ils peinent à s'en sortir face à la baisse des prix aux producteurs et indexent la concurrence des produits importés. Cheikh Anta Diop. Les horticulteurs et Bana de Kermbirndaou, Kermalal, Notougoy Diamant vivent des moments difficiles. C'est la période des récoltes, mais la commercialisation des produits horticoles est devenu un casse-tête ici dans la zone des Niayes. Salou Ndiaye, leur porte-parole. Lolo ñu ngi interpellé président de la République mu dimbali waa zone de Niayes mbay mi métti na fere yi bari na dañuy bay ba pare duñ ci mën a génn duñ banque yi diñu topp. Nous interpellons le chef de l'État. Nous ne pouvons pas écouler nos produits. Ils pourrissent au niveau du marché et même dans les champs. Regardez, le sac de choux est vendu ici à 4 000 francs. Les prix ont chuté à cause de la concurrence déloyale. Kaani salata ngi nii kenn mënu koo jaay soble nekk ci marché bi carotte yaa ngi nii su pomme saako 4 000 francs ba pare ñuy bàyyi yeneen réew. Ces agriculteurs de la zone des Niayes peinent à écouler leurs produits. Ils se disent affectés par la concurrence déloyale. Modou Fall Ndiaye. Mais dañoo amul mesure de accompagnement yi. loolu nag li ci jiitu mooy Sambour Fouat. waaye li tàmbalee Ndakaaru ba kera ngay dem Ndar zone des Niayes bagages yépp ñor nañ. Si nous avions des chambres froides, on aurait pu conserver nos légumes. De Dakar à Saint-Louis, les produits de Seine-India ont durement impacté le marché, ce qui n'est pas normal. te pomme de terre bi zone des Niayes état bu Sénégal na xam ni Sambour Fouat yi nga xam ne war na koo andi bu ko andiwul ñun ñi nga xam ne ñu ngi xeex ak noonu mooy indien yi. Les Niayes polarisent la zone de Kayar, Bayak, Notougoy Diamant, Diogo et Lompoul. Ces horticulteurs souffrent et crient au secours. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop. Et puis à Touba, les stations Total saccagées et incendiées lors des manifestations qui avaient suivi le meeting interdit du parti PASTEF ont repris service. Les gérants s'activent à renforcer la sécurité. Idem à la Sonatel qui a augmenté le mur ou la hauteur donc de son mur de clôture. Papa Ballagay. Près d'un mois après les événements du 10 février dernier, toutes les stations-service attaquées à la Sonatel ont repris leurs activités, à l'exception du supermarché Seine-Champ, toujours fermé. Gérant de la station Total Touba Khelcom à l'entrée de la ville-centre de Touba, Mohamed Diakhaté déplore le manque de suivi et les enquêtes qui n'ont encore rien donné. Bon, il n'y a pas de suivi aussi depuis lors. Déposer une plainte à la police, faire une déclaration. Les pertes évaluées à plusieurs millions de francs CFA, il est obligé de reprendre ses activités avec les moyens du bord. Il y a trop de pertes. Parce que les pompes qui sont gâtées, c'est des millions, des dizaines de millions. Donc on ne peut pas évaluer les pertes pour le moment. Mais en ce qui concerne la boutique, bon, moi je l'ai évalué. La boutique seulement, ça fait plus de 6 500 000. Le lendemain, bon, j'ai soulevé mes pompes. Bon, j'ai appelé le technicien, il est venu, bon, on a réparé. J'ai nettoyé la boutique. Bon, le stock qui me restait à l'intérieur, je l'ai fait sortir. Bon, j'ai commencé à rebondir petit à petit. Pour ce qui est de la sécurité, rien ne sera plus comme avant, renseigne-t-il. Ils sont venus monter les vitrines. Bon, j'attends aussi les gens qui font les grilles électriques aussi. Ils vont passer. Donc vous allez renforcer la sécurité. Voilà, pour aussi renforcer la sécurité parce qu'on ne sait jamais quoi. La station Total Kër Khadim, le gérant absent, les pompistes n'ont pas voulu se prononcer sur la question. Non,
Les stigmates des émeutes encore visibles sur quelques pylônes des stations, Mohamed Diakhaté, quant à lui, sensibilise les jeunes, mais avertit. Parce qu'on a trop souffert sur ça. Du reste, il faut que les gérants aussi soient armés, comme eux. Bon, en cas de choses, on sera face à eux. Papa Balagui, Touba, Radio Futur Média. Direction la Casamance. En Casamance, l'État qui affiche sa détermination à accompagner les populations de Santhiaba-Manjaak pour un retour sur leur terre après 30 années d'exil. Les autorités, à travers le PUMA, viennent de doter plusieurs familles de matériel de construction pour leur permettre de refaire leur maison. Un programme de construction de pistes et autres équipements sociaux de base va être déroulé sous peu, selon les responsables du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, la MINBA. Rien ne semble distraire les autorités dans leur volonté d'accompagner les populations qui expriment le besoin de retourner dans leurs localités abandonnées depuis plus de 3 décennies. Les populations de Santhiaba-Manjaak viennent d'en être édifiées à travers l'appui conséquent en matériel de construction qu'ils ont reçu du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. Amadoussi, responsable du département sécurité frontalière au niveau de Puma. Nous avons mis en place 70 tonnes de ciment, des tôles, et là, donc permettant également à ces familles de disposer de toits afin également de s'installer durablement dans leur localité. Ce geste de l'État à l'endroit des populations de Santhiaba-Manjaak n'est qu'une première étape dans la longue liste de réalisations qu'il compte entreprendre dans cette zone en dépit des tentatives de dissuasion. Nous allons rester ici au niveau de Santhiaba-Manjaak par la construction également du poste santé, du forage surtout, mais également une piste pour faciliter également la mobilité de ces populations. Nous avons continué donc à travailler en relation avec le comité régional de suivi pour qu'ensemble toutes les populations souhaitant donc retourner puissent le faire dans d'excellentes conditions avec l'accompagnement de l'ensemble des services de l'État. Pour les populations de Santhiaba-Manjaak, destinataires du don, c'est un message que leur envoient les autorités à travers ce geste. Marc Noël Diatta parle en leur nom. Nous sommes très heureux de recevoir cet important don de matériel du PUMA qui, à mon avis, devrait entrer dans l'accompagnement des populations de Santhiaba-Manjaak pour le retour tant désiré depuis 30 ans. Ce vœu est ancré dans l'esprit des fils et filles de Santhiaba-Manjaak. Aujourd'hui, c'est un grand jour où la population de Santhiaba peut espérer enfin ce retour tant désiré. Après Bissine et Mahmoud Sherif, c'est au tour de Santhiaba-Manjaak de bénéficier de l'appui du PUMA à travers son volet action humanitaire et secours. Les autorités espèrent obtenir les mêmes résultats que dans les 2 localités précitées. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Ndarumbap, c'est une localité située dans la commune de Ngayen Sabah. Là-bas, les habitants réclament un forage, une doléance qui ne date pas d'aujourd'hui. Affectées par le manque d'eau, ces populations interpellent le chef de l'État et le ministre de l'eau et de l'assainissement, Fatoumbo. Les habitants du village de Ndarumbap sont dans le désarroi, éprouvés par un manque depuis quelque temps, et réclament un forage dans cette localité. Baba Carlo, porte-parole. Nous avons vu aucun forage venant de nos autorités étatiques. Une situation qui indispose ce village situé dans la commune de Ngayen Sabah. Ses habitants listent leurs difficultés et dénoncent par ailleurs le mutisme des autorités, à l'occurrence la tutelle. L'eau est notre principal souci. La question de l'insécurité, n'en parlons pas. Nous n'avons pas de poste de santé. Nous vivons le calvaire dans ce village. Ainsi, le président Macky Sall est directement interpellé afin de prendre en charge leurs préoccupations, qui n'a que trop duré. De cela, nous demandons solennellement au président de la République de nous venir en aide afin que ce vieux souvenir qui est l'eau potable puisse être une réalité. Créé en 1925, depuis lors, le village de Ndarumbap n'a jamais obtenu un forage venant des autorités étatiques, une vieille doléance des habitants qui veulent voir couler le liquide précieux. Fatoumbo, Ngayen Sabah, Radio Futur Média. RFM 94.0, la radio en puissance. Midi 13 minutes, l'alerte de Thierno Cheikh Omar Tal, Ibn Thierno Mohamedoul Bachir Tal, Khalif général de la famille omarienne, alerte sur la situation tendue au Sénégal. Il indexe les acteurs politiques qui, selon lui, ont mis notre pays sur une mauvaise trajectoire, allant même jusqu'à ne plus respecter les chefs religieux. Il a aussi fait un plaidoyer pour les populations du Fouta. Thierno Cheikh Omar Tal avec Mamadou Diagne. Il faut qu'on revoie le pays. Les politiciens sont en train de le détruire. Ce que j'ai vu ici au Sénégal, tant qu'il n'y aura pas de changement, on ne sera jamais en paix. La manière dont on fait la politique est à bannir. Chaque jour, les politiciens essaient de nuire à leurs adversaires, tout en bafouant nos valeurs, et les chefs religieux ne sont plus épargnés. Maintenant, il faut que ces politiciens nous aident et attendent le jour des élections.
Et là, on verra qui dirigera le pays. Je le dis ici, il faut qu'on laisse les chefs religieux en dehors de leur manigance. Les habitants de Fouta sont très fatigués. Je m'adresse au chef de l'État. Nous sommes fatigués. Le pays est fatigué. Et lors des élections de 2012, les signes avaient montré que Macky Sall sera le président du Sénégal. Et il sait de quoi je parle. Mais en ce moment, certains signes commencent à montrer qu'il sera le futur président. Et je vous le jure que je sais qu'il dirigera ce pays. Thierno Cheikh Oumar Tall a tenu ses propos en marge de la deuxième édition du Takusanu Cheikh Oumar Bachir Tall, tenu à Tchabar, un quartier de la commune de Richard Toll. L'ancien conseiller du président de la République, Ndongo Ndiaye, qui annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2024, il se pose toujours à un troisième mandat pour le président Sall. Ndongo Ndiaye était l'invité d'RFM Matin ce mardi. Je fais savoir aux Sénégalais que, Inch'Allah, en 2024, je serai candidat à la magistrature suprême du pays. Ça se base sur un travail déjà accompli. Je pense qu'il y a un bilan à défendre, bien sûr, et j'assume toute ma responsabilité dans le bilan du président de la République, le bilan dans son actif comme dans son passif. Alors, je pense qu'il est venu à la fin de sa magistrature et que nous devons continuer le travail, finir les chantiers qu'il a déjà amorcés, et ensuite maintenant apporter des nouveautés qui vont encore rendre le Sénégal beaucoup plus florissant, un Sénégal de paix. Je crois que la paix est menacée et je crois que notre projet se base sur généralement la paix, la recherche permanente, la conservation de la paix, et nous ferons les démarches nécessaires pour vraiment aboutir à un Sénégal calme, un Sénégal paisible, un Sénégal florissant. Je ne peux pas ne pas être de tout contre le troisième mandat, compte tenu du passé, compte tenu de 2012, le travail qu'on a fait, les batailles qu'on a menées contre la candidature du président Wade, compte tenu aussi de 2016, des engagements qui ont été pris par le pouvoir actuel lors du référendum, disant que ce mandat était le dernier du président Macky Sall, compte tenu aussi de la parole du président Macky Sall. C'était donc Ndongo Ndiaye, ancien conseiller du président de la République, qui déclare sa candidature donc à l'élection présidentielle de 2024. Et puis cette colère de certains militants apéristes dans la commune de Médina Wandifa, c'est dans le département de Bounkiling. Ils accusent leur mentor Macky Sall d'avoir oublié les militants et responsables de la première heure, et c'est pourquoi ils ont rencontré la presse pour réclamer plus de considération. Lansana Fati, le porte-parole du jour, avec Bakary Conté. Nous tenons cette conférence de presse pour vraiment donner notre cri de cœur. Parce que, vous savez, nous sommes de l'APR depuis 2012. En ce moment, le président de la République était à l'opposition. Nous, on était au pouvoir. Nous avions quitté le pouvoir pour venir à l'APR. Et il n'y avait pas de proposition que notre leader n'a pas eu au sein du PDS. Mais avec tout ça, il a laissé parce qu'il a confiance au président de la République, M. Macky. Nous sommes venus, nous avons participé aux élections avec les maigres moyens. Pour rappel, nos leaders ont bénéficié d'un montant de 250 000 francs pour participer aux élections présidentielles de 2012. C'est avec ce maigre moyen qu'ils se sont battus et âmes pour gagner les élections présidentielles au premier tour et au deuxième tour. Et cela a fait que, à chaque fois que le président de la République, M. Macky Sall, vient dans la région de Sédhiou, plus particulièrement dans le département de Bounkiling, M. le Président n'a jamais oublié cette personne, je vous nomme M. Kaba Fati, qui s'est battu, qui est le fondateur de l'APR. Et d'ailleurs, dans les propos du président de la République lors de l'audience à Sédhiou, il a bien dit que ce monsieur est le pionnier du parti dans le département de Bounkiling. Et comme ce monsieur, il est le pionnier du parti dans le département de Bounkiling, ce que nous demandons au président de la République de récompenser ce monsieur. L'actualité internationale. Bienvenue Anna Rocha. Merci beaucoup Barthélémy Ngom. L'actualité internationale qui nous mène d'abord au Mali. Le Mali, où le gouvernement de transition a ordonné la suspension des indemnités des représentants des mouvements armés au sein du comité de suivi de l'accord d'Alger. L'information est confirmée par certains mouvements armés. La correspondance à Bamako de Zanga Abdoulaye Ouattara. Cette situation concerne les mouvements de la plateforme de la CMA et des mouvements armés de l'inclusivité.
Une décision qui intervient après l'annonce de la CEMA de suspendre sa participation au sein du CSA. Les représentants de ces mouvements au comité n'ont pas touché leurs indemnités depuis décembre 2022. Les commissions qui sont concernées par cette décision sont les DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, la commission d'intégration et le comité de suivi de l'accord. De sources proches, cette mesure survient après la suspension de la CEMA des groupes armés aux activités du CSA le mois de décembre dernier. Leurs indemnités ont été octroyées par le décret présidentiel en 2016 dans la mise en œuvre de l'accord. Elles s'élèvent à plus d'1 million de francs CFA par mois, précise une source. Pour le moment, aucun mouvement signataire de l'accord ne s'est prononcé sur cette suspension d'indemnité. Toutefois, Ataï Ag Mohamed, membre de la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawada, estime que c'est un non-événement. Car, dit-il, la CEMA avait déjà suspendu sa participation aux travaux du comité de suivi de l'accord depuis un bon moment. En revanche, certains cadres des mouvements de la plateforme et des mouvements de l'inclusivité, c'est la CEMA qui a suspendu sa participation et qu'il est inconcevable qu'il soit frappé par cette décision. De Bamako, Zanga Abdoulaye Ouattara pour la radio Futur Média. Et selon des politologues, la mise en œuvre effective de l'accord d'Alger passe d'abord par reconnaître la vérité, mais aussi une sincérité entre les groupes armés signataires de cet accord et le gouvernement malien. Écoutons à ce propos le docteur Oumar Toumali Diallo, politologue. Il faut reconnaître quand même qu'à un moment dans la vie des relations, il faut se dire la vérité. Que ce soit du côté gouvernemental ou encore du côté des groupes armés, peut-être après ces moments de doute qu'on va s'asseoir et se dire la vérité. Juste là, le fond de la chose à présent reste caché. Peut-être même si les autorités en connaissent, la population reste quand même sur ses fins. Chaque côté va céder une partie de sa position. L'accord pourra être appliqué et les choses vont bouger. Si cela n'est pas fait, la finalité, c'est l'affrontement qu'on ne souhaite pas aux deux parties. Et aujourd'hui, le Mali étant un pays très fragile, donc la solution, pour moi, c'est d'aller au dialogue et même se dire la vérité en dialoguant. Docteur Oumar Toumali Diallo, propos recueillis par Zanga Abdoulaye Ouattara à Bamako. Madagascar, le cyclone Freddy est de retour. Il a tué 2 enfants après avoir fait 7 morts en fin février. Selon le Bureau national de gestion des risques de Madagascar, plus de 1000 habitations ont été inondées et 60 autres détruites. Selon les prévisions, après Madagascar, le cyclone devrait aussi revenir balayer le Mozambique cette semaine. 6e journée de mobilisation contre la réforme des retraites en France. Grande journée de mobilisation ce mardi contre cette réforme. Les organisations syndicales se sont données comme défi de bloquer le pays. Paris, Chersidou Silla. Transport public fortement perturbé, des écoles, lycées et universités fermées, des expéditions de carburant bloquées, plusieurs ronds-points bloqués par des routiers aux entrées des villes. Bref, l'objectif des organisations syndicales est clair, bloquer le pays. Sur France Info, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, a estimé que le mouvement entrait dans une nouvelle phase avec des grèves reconductibles dès aujourd'hui. On est passé un cran au-dessus, a-t-il prévenu, ajoutant que la responsabilité incombe uniquement au gouvernement. 320 rassemblements sont prévus partout en France. Les responsables des principaux syndicats disent attendre plus de 2 millions de manifestants pour cette 6e journée de mobilisation. Très investi contre la réforme des retraites, Jean-Luc Mélenchon s'en est pris à Emmanuel Macron ce matin à Marseille. Le leader de la France insoumise a estimé que le président de la République aurait tort de compter sur le pourrissement de la situation ou sur la fatigue populaire. Il ajoute que le moment est venu pour le chef de l'État de prendre une initiative démocratique ou bien une dissolution de l'Assemblée ou bien un référendum. Pour le gouvernement, la réforme des retraites est nécessaire pour garantir le financement du système à l'horizon 2030. Pour ce faire, il mise sur le report de 2 ans de l'âge légal du départ à la retraite. On passerait alors de 62 à 64 ans. Paris, Cheikh Sidou Silla, RF1. Et puis direction la Turquie, Anna Rocha, plus de 100 milliards de dollars de dégâts.
Les dégâts matériels provoqués par le tremblement de terre dépassent les 100 milliards de dollars. C'est ce qu'a déclaré ce matin la responsable pour la Turquie du programme des Nations Unies pour le développement. Le dernier bilan du séisme de février dernier fait lui état de 46 000 personnes tuées côté turc. Merci beaucoup Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, le Parti démocratique sénégalais et la présidentielle de 2024. Quel candidat, quelle attitude dans l'opposition? Débat tout à l'heure donc avec nos deux intervenants. Pape Amadou Fall, analyste politique, mais également Omar Seck Ndiaye, lui aussi analyste politique. RFM Sport. Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Le Sénégal qui va défier la Gambie en finale de la CAN U20. Ce sera samedi prochain. L'équipe nationale du Sénégal qui a battu la Tunisie hier 3-0. La Gambie s'est imposée devant le Nigeria 1-0. Donc Sénégalais et Gambiens vont se retrouver au stade du Caire pour la finale de cette compétition. Le Sénégal donc avec ses armes va tenter de gagner pour la première fois cette Coupe d'Afrique des U20. Une équipe nationale du Sénégal qui brille surtout du côté de l'entrejeu avec les deux Lamine Camara, Mamadou Lamine et Lamine Camara, mais également avec Papa Demba Diop qui est un milieu de terrain box-to-box et qui est par la même occasion le meilleur buteur de la compétition. Sodetiam nous dresse son portrait. Il a encore fait parler de lui hier lors de la demi-finale en ouvrant le score avec la manière. Le milieu de terrain des Lionceaux, Pape Demba Diop, conserve son titre de meilleur buteur avec 5 réalisations. Une fierté pour un de ses formateurs, Hassan Faye. Content et fier de lui parce que lui c'est mon fils. Il a été chercher la sélection et là il est en train de faire un excellent tournoi. J'espère pour lui qu'il ne va pas s'arrêter en son chemin. Sa sélection dans l'équipe type de la phase de groupe de cette compétition n'est pas fortuite, nous dit le préparateur physique de Djambar. C'est un milieu moderne, il a un gros volume, techniquement il est très fort dans les petits espaces, il est bon de la tête, il est grand déjà, il est bon de la tête et puis il s'est frappé de loin comme il a marqué hier, donc c'est un joueur complet, un milieu moderne, parce que c'est ce qu'on demande à un milieu de terrain par exemple, d'avoir du ballon, lui il a du ballon, il n'a pas peur de jouer, et après derrière il est capable de faire du box-to-box, c'est-à-dire pour venir défendre ses buts, pour aussi aller attaquer, c'est pas pour rien qu'il est aujourd'hui meilleur buteur. Formé à Djambar depuis l'âge de 12 ans, Papa Demba Diop y a fait toutes ses classes. Les bonnes performances réalisées dans ce club de Saly et sa bonne conduite lui ont permis d'intégrer les sélections U23, U20 et locales en l'espace d'une année. C'est un jeune très facile à vivre, un très bon état d'esprit et puis c'est un bosseur très réceptif. Pape Demba Diop, natif de Ouakam, porte ainsi l'espoir de tout un peuple avec ses coéquipiers pour remporter le premier trophée continental dans cette catégorie. Ligue des champions, retour donc pour la phase des huitièmes de finale à 20h. Benfica Lisbonne joue contre le club de Bruges. Chelsea avec Kalidou Koulibaly va tenter de renverser les jaunes et noirs du Borussia Dortmund. Les Allemands restent sur une dynamique exceptionnelle avec 10 rencontres jouées, 10 succès obtenus. Lutte avec frappe après l'émotion, place aux analyses techniques du combat. Sa Thiès regrette. C'était dimanche dernier à l'Arène nationale. Beaucoup d'émotions à la fin de ce combat puisqu'il y a eu donc beaucoup de problèmes sur le verdict final qui a été prononcé par l'arbitre. Avec le recul, nous avons demandé à notre confrère Abdoulaye Dembélé du quotidien Sunulamb, spécialiste de la lutte avec frappe, d'analyser tactiquement et techniquement comment les deux lutteurs se sont comportés dans l'Arène nationale. Analyse. Donc Reug, sa stratégie c'était d'éviter la bagarre. Donc il était là à attendre que Sa Thiès frappe par les deux mains pour ensuite faire une entrée en jambe. Pour dire vraiment techniquement Reug avait bien géré le combat. Maintenant, il pouvait bien gérer le combat et que l'adversaire soit un garçon très solide qui a pu contrecarrer des charges techniques. Et Sa Thiès est un athlète très puissant. Saisir de son gambe ou bien attraper sa jambe ne veut pas dire totalement qu'il pouvait le battre. Par rapport à Sa Thiès, moi je pense que dès le début il avait bien géré le combat. Si vous voyez, il ne frappait qu'avec la main gauche. Donc lors du premier accrochage, Sa Thiès avait bien géré cela. Mais quand il était énervé,
au moment où il réclamait une chute par 4 appuis. Mais au moment où il a lancé en même temps la main gauche et la main droite, c'est là où Reug Reug a réussi cette fois-ci une belle entrée en jambe des deux bras, à rassembler ses deux jambes pour faire un paquetage et le renverser. Donc Sa Thiès, c'était sa seule erreur, mais on peut le comprendre, c'était un peu avec le coup de la colère au moment où il se disait que j'ai déjà gagné le combat. Sur le terrain, Reug Reug a été déclaré vainqueur, mais le monde de la lutte reste suspendu à la décision du comité national de gestion suite à l'introduction d'un recours du camp de Sa Thiès. On attend donc de savoir qui a véritablement remporté ce choc de dimanche dernier qui était doté du drapeau du ministre des Sports, Yankoba Diatara Barthélémy. Merci, Malal Diane Junior. RFM, la presse du jour. La presse du jour avec Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. CAN U20, les Lionceaux comme leurs aînés. En finale depuis hier, une attaque de feu, une défense de fer, la victoire au bout des crampons. Les Lionceaux l'ont fait impressionnant hier face à des Aiglons perdus, peu inspirés, largement en deçà du niveau de jeu des protégés de Malik Dafa. Et pour une demi-finale, ce fut une correction d'administrer 3-0. Le journal Record jubile. Les Lionceaux déplument les Aiglons de Carthage et rencontrent la Gambie. Chaud derby ouest africain en perspective ce samedi. Malik Daf de lâcher le trophée devant nous. Le Soleil de saluer en ces termes le parcours du Sénégal, l'étoffe d'un futur champion. En tout cas, Sénégal-Gambie du samedi, c'est un duel de frères, veut croire l'observateur. Mais coach Malik refuse de faire la fine bouche. L'objectif selon lui reste la coupe, rien d'autre. Stade quotidien de tresser le laurier au héros d'Anabis, Lamine Camara, le Lamine qu'on veut voir, man of the match. Sa prestation d'hier, note le journal, nous rappelle ses performances double XL en Algérie lors du champ dernier. Il avait remporté 2 fois le titre de man of the match contre la Côte d'Ivoire en poule et contre la Mauritanie. Ensuite, pour mon confrère Sénégal-Gambie, promet, ça va être un derby ouest-africain. Maître Augustin Senghor, le patron de la Fédération sénégalaise de foot, estime que le seul leitmotiv qui vaille, c'est le trophée. Rien d'autre lui seul nous intéresse. Le gouvernement du Sénégal qui réagit aux insinuations de Hadjibou Soumaré dans un communiqué, il qualifie les accusations de l'ancien Premier ministre de lâche qui jette un discrédit sur le président Macky Sall. Marine Le Pen n'a pas reçu un seul rond du président. Pour ces 4 questions, Hadjibou reçoit une réponse, une seule de Salé, signale Basbili Joura. Le gouvernement rejette, condamne et menace d'y donner suite. Selon le journal Vox Populi, le pouvoir est à l'assaut d'Hadjibou Soumaré. Le porte-parole du gouvernement, justement, Abdoukarim Fofana, invite l'ancien Premier ministre à savoir raison garder. Enquête note que pour un comeback, Hadjibou en fait un de tonitruant. L'ancien Premier ministre de Ouad a lancé un gros pavé dans la mare. L'observateur s'intéresse à la mise en place d'une plateforme commune de l'opposition en vue de la présidentielle 2024. Mon confrère avertit et parle de dernier piège contre Macky Sall après ceux des législatives et des locales. L'observateur fait une analyse d'une stratégie politique contre le 3e mandat et des enjeux de la position du Parti démocratique sénégalais. À la une du journal Source, le journaliste Pape Ndiaye a effectivement confirmé ses déclarations. Cependant, il a voulu également démontrer qu'il peut arriver à des situations où la source est erronée et si tel est le cas, il est prêt à faire donc amende honorable, demander donc pardon. Dans le journal Le Témoin, Ousmane Chimère Diouf sort de sa réserve. Il est le président de l'Union des magistrats du Sénégal. Dans le journal Le Témoin, il dit que l'UMS, par sa voix, condamne énergiquement les attaques personnelles dirigées contre les magistrats et l'institution. Selon lui, les magistrats n'ont pas pour mission de neutraliser des adversaires politiques, mais de juger. Amady Diouf, lui, parle de son passage au parquet de Dakar après sa passation de service hier. Le journal Les Échos lui ouvre ses colonnes sans attendre. Il dit « J'avais 3 viatiques, l'humanité et le courage ». Le courage, selon lui, est une des qualités intrinsèques que doit avoir un magistrat. C'est une fonction qui ne laisse aucune vie de famille possible. Vous êtes procureur 24 heures sur 24. Vous n'avez aucune autre activité que celle-là. Fin de citation. Et puis, le recours de Sa Thiès vidé dans une semaine. Oui, Birassen affirme que pour le moment, rien n'a été encore acté. C'est le président du CNG. Il dit il y a un délai de 48 heures pour traiter un recours. Maïssa Ndiaye, le vice-président du CNG, dément et évacue lui aussi les rumeurs. Bon les tous.
Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Nous en venons à point de vue. Merci Mohamed Ali Mouba. Point de vue, donc le PDS et la présidentielle de 2024. Quel candidat, quelle attitude dans l'opposition? Pour en parler, nous sommes avec Pape Amadou Fall. Pape Amadou Fall, analyste politique. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour. Nous sommes également avec Omar Seck Ndiaye, lui aussi analyste politique. Monsieur Ndiaye, bonjour. Oui, bonjour. Alors, la première question, je reste avec vous, Omar Seck Ndiaye. Au regard de ce qui se passe dans l'opposition, je veux mettre l'accent sur le Parti démocratique sénégalais, bien sûr. Alors, on a vu que depuis les législatives, les dernières élections législatives, le PDS, semble-t-il, n'a pas trop clarifié sa position. Ce qui justifie d'ailleurs entre guillemets la sortie de Mimi Touré qui accuse ce parti de nourrir un deal avec le président Sall. Alors personnellement, au regard de ce qui se passe, où est-ce que vous situez d'abord le PDS? Dans le pouvoir ou dans l'opposition? Bon, moi je situerai le PDS dans le clair-obscur. Ils sont dans Yewwi, en alliance, pour des raisons stratégiques, mais ils n'ont pas vraiment le même agenda. Donc, par exemple, l'alliance pendant les élections législatives, c'était du gagnant-gagnant, on peut dire. Parce qu'il y a eu avec ses points forts, PDS avec ses points forts. Donc la coalition puis a permis de requinquer le PDS et ses alliés aussi Wallo. Mais dans l'absolu, je pense que le PDS est dans le clair-obscur. Le PDS déroule son agenda. Si l'agenda impose qu'il s'allie avec Yewwi, ils font un pas vers Yewwi. Mais si l'agenda aussi va au contrario, ils vont faire un pas dans l'autre sens. Donc c'est pourquoi moi, depuis très longtemps, le PDS, moi, je le suis dans le clair-obscur. En quelque sorte, vous semblez donner raison à Aminata Touré, alors, même si le PDS, les jeunes de l'UJTL ont formellement démenti. Bon, ça c'est un débat. Parce qu'en politique, il y a ce que les gens disent et ce que les gens font. Et moi, je mets l'accent sur ce que les gens font. Et pendant les votes du budget, pendant la motion de censure, on a vu une attitude quand même assez étrange du PDS et de Wallo. Et on voit souvent même que Lamine Diallo, qui est dans la coalition Wallo, se démarque souvent des positions du PS et du PDS. Et je pense que ça donne sujet à interprétation. D'accord. Je vais revenir avec vous tout à l'heure sur cette alliance que vous avez, entre guillemets, que vous avez fait mention tout à l'heure, cette alliance entre le PDS et Yewwi. Je vais revenir sur cette question tout à l'heure avec vous, Monsieur Ndiaye. Alors, Pape Amadou Fall, je vous pose la même question. Où est-ce que vous situez le PDS? Je pense que quand on pense que le PDS est dans le clair-obscur, oui, c'est une lecture que l'on peut accepter, mais la volonté du PDS est d'imposer Karim Wade. C'est aussi simple que cela. Dans toutes les démarches initiées par ce parti, depuis quasiment que Macky Sall est arrivé au pouvoir, les déclarations sont constantes. Faire en sorte d'avoir un candidat et que ce candidat soit Karim Wade. Le PDS ne s'adossera, ou en tout cas ne sera derrière aucun parti politique par rapport à la présidentielle de 2024. Encore que les responsables du parti l'ont clairement dit, ils ont dit que le candidat pour 2024 s'appelle Karim Wade. Mais c'est pourquoi je dis qu'il y a une constante. Maintenant, dans le champ politique, ce clair-obscur dont parle M. Ndiaye, que je salue au passage, ce clair-obscur va dans le sens de je me positionne clairement. C'est acté et bien défini pour aller à la pêche aux voix derrière Karim Wade. Avec qui, avec quel parti politique, c'est peut-être ça ce qui rend un peu fou ou légèrement fou la démarche du PDS. Tout le monde sauf Mimi Touré. Tout le monde sauf Mimi Touré. Ça également, c'est clairement acté. Donc, je pense que en cela, respecter peut-être la lecture du PDS et
attendre davantage par rapport au rythme que lui-même veut donner à sa démarche, mais un rythme que personne ne lui imposera, ça c'est également important. Encore que Karim Wade aussi, pour son cas, ce n'est pas trop clair, même si on a annoncé une loi d'amnistie. Mais c'est pourquoi je dis, c'est pourquoi le PDS marche à son rythme. Les autres ne se prononcent pas sur l'amnistie de Karim Wade de manière générale. Vous voyez que dans l'opposition, l'on évacue cela de manière générale. Peu de leaders ont osé se prononcer sur la question. Et le PDS, c'est d'abord cela, pour ce qui compte pour lui, la candidature de Karim Meïssa Wade. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Fall. Alors, Omar Seck Ndiaye, vous avez fait tout à l'heure mention de cette alliance entre le PDS et la coalition Yewwi. Est-ce que cette alliance-là a une chance de survie si l'on sait que le PDS s'était retiré de la motion de censure portée par la coalition Yewwi et Yewwi Askan Wi? On a vu également ce qui s'est passé après. Est-ce que cette alliance-là a une durée de vie? Bon, cette alliance est conjoncturelle. Et à cet effet-là, je rejoins un peu ce que mon doyen Fall venait d'évoquer. Donc, comme je dirais, c'est une alliance opportuniste. Tant que ma présence... Chacun tire la couverture de son côté. Voilà, tant que leur présence dans Yewwi les renforce dans leurs négociations, parce que quand je disais tantôt que Yewwi et PDS n'ont pas le même agenda, je faisais référence à leur position par rapport à la candidature de Karim Wade aux élections de 2024. C'est pourquoi j'ai parlé de clair-obscur. Tant qu'ils sont avec Yewwi, c'est pas parce que alliance pour alliance, mais c'est pour renforcer eux-mêmes leur force. Et cette force-là leur permet peut-être un bras de fer avec le président Macky Sall pour influer la participation de Karim dans un sens ou dans un autre. Donc, je dis que c'est une alliance opportuniste. Le PDS puise dans cette alliance-là sa force, mais cette force-là sert à imposer Karim Wade. Cette force-là sert à un bras de fer avec le président Macky Sall. Mais l'objectif du PDS, parce que même ce qui pose problème, c'est qu'aujourd'hui, à raison ou à tort, dans l'imaginaire des Sénégalais, et ce qu'on voit sur le terrain politique, aujourd'hui, Ousmane Sonko se positionne clairement comme le leader de l'opposition. Et à cet effet-là, faire avancer, tant que Ousmane Sonko s'impose, c'est au détriment des autres candidats, notamment le Karim Wade. Et en tant que PDS, ils ne vont pas regarder Sonko comme tu dirais. En quelque sorte, le PDS n'acceptera pas de se ranger derrière Sonko, c'est ça? Voilà. Donc, non, jamais. Parce que même le PDS ne va pas laisser Sonko s'échapper. Parce que si Sonko s'échappe, c'est au détriment de Karim Wade. Et n'oublions pas aussi Sonko et Karim Wade, ils sont plus ou moins dans la même génération, dans la même fourchette. Ils ont l'avenir. Mais l'avenir de Sonko assombrit celui de Karim Wade. Donc, c'est pourquoi je dis que le PDS, dans son alliance avec Yewwi, c'est une alliance opportuniste où le PDS puise sa force pour faire un bras de fer avec Macky Sall, mais aussi en ayant à l'esprit que si on laisse échapper Sonko, c'est au détriment de Karim Wade. Et la conscience, comme disait Doyen Fall, la conscience, c'est la candidature de Karim Wade. Maintenant, toutes les stratégies, que ce soit avec Yewwi, que ce soit avec l'autre, que ce soit une négociation avec le président Macky Sall, ça va dans un sens unique imposer la candidature de Karim Wade. Ça, c'est très clair. D'accord. Merci beaucoup, Omar Seck Ndiaye. Merci. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal en Wolof. Amadou Fall, plutôt. Je termine avec vous. Le PDS dans l'opposition, avec quel parti peut-il nouer une alliance? En tout cas, ce ne sera pas avec le parti d'Ousmane Sonko. Ça, c'est clair. Ni avec Khalifa Sall également. Au moins, sur ce plan-là, il n'y a pas de clair-obscur. Cavalier seul, est-ce que cela peut être bénéfique pour le PDS? Mais, vous savez, quand vous êtes dans une constante, c'est vrai, vous pouvez vous dire, il me faut démultiplier les approches, les agréger, dans la mesure du possible. Il est clair que ceux qui ont déjà déclaré leur candidature
ne viendront pas se ranger si d'aventure le candidat du PDS était choisi, en l'occurrence Karim Wade, ne viendront pas se ranger derrière Karim Wade. Ça, je pense que chaque Sénégalais le comprend aujourd'hui. Donc, nous retrouver au sein de IEO et IEWI avec 5-6 candidats, parce que la plupart se sont déjà projetés, cela ne pose pas problème pour ces gens-là. Et dans cette démarche, si le PDS fait son analyse, le PDS dit simplement, nous avons notre candidat, c'est avec lui que nous irons jusqu'au bout. C'est-à-dire que Karim bénéficie de l'amnistie, ok, qu'il n'en bénéficie pas, en ce moment, peut-être on avisera, mais ce sera dans les toutes dernières semaines, voire tous les derniers mois de la préparation de cette élection. Donc, à ce niveau, le jeu est clair. C'est pourquoi j'ai dit dès le départ, le Parti démocratique sénégalais n'est pas dans l'obscurantisme, ni dans le flou. Ils savent où ils vont, les autorités ou les responsables du PDS. Et si les autres décryptent leur message, espérons qu'ils le décrypteront aisément. Notre candidature, notre candidat, c'est Karim Meïssa Wade. Si vous voulez être derrière lui, nous allons ensemble, ce que Ousmane Sonko évidemment n'accepte pas, ce que Karim Meïssa Wade n'accepte pas, ce que Malick Gakou n'accepte pas, et d'autres que l'on ne citera même pas. Donc, je pense qu'en la matière, le PDS joue son jeu, déroule sa stratégie en jouant avec le pouvoir pour pouvoir obtenir, comme dit Ndiaye, un levier fort avec un bras de fer en direction de Macky Sall, qui va se terminer comment? C'est clair que Benno Bokk Yakaar aura son candidat. Donc c'est un jeu extrêmement difficile, extrêmement obscur. Vu que tout repose sur des calculs. Je dis calcul déchiffrable, parce que la seule constante, comme Abdoulaye Wade l'a toujours souhaité, c'est que son fils soit candidat, point barre. Le reste n'importe pas pour le PDS. Merci. Que Karim soit candidat, point barre. Le reste n'importe pas. C'est le vœu de Abdoulaye Wade d'ailleurs, et il l'a dit au même titre que les autres responsables libéraux. Merci beaucoup Pape Amadou Fall, analyste politique. Merci également à Omar Seck Ndiaye, lui aussi analyste politique. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h. Ce sera avec l'adjoint Ndiogou Diène, midi 46 minutes. Mesdames, Messieurs, merci également à vous.